Entreprendre aguerri, en fait, et à l'inverse, surprotégé, affaibli. L'entrepreneur, il n'est jamais protégé. C'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait, je pense, sincèrement le plaisir d'entreprendre. L'ennui use n'importe qui, la passion n'a jamais fatigué personne. Et quand tu vis un projet passionnant, il n'y a pas d'adversité. La résilience, au fond, c'est le rebond. Tu sais, je le rappelle souvent quand tu parlais des mots, j'aime rappeler que prendre un risque en anglais se dit « take a chance ». Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier numéro de Parole d'entrepreneur. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour lancer cette nouvelle série Philippe Bloch. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui suis ravi. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Tu le sais, je suis un grand fan de tes livres notamment. Pour te présenter en quelques mots, Philippe, donc tu te définis avant tout comme un entrepreneur, puisque tu as fondé notamment Columbus Café, que tout le monde connaît. Mais aussi, depuis, tu as fait de nombreuses choses. Tu es conférencier, éditorialiste, animateur sur BFM Business pendant de nombreuses années et auteur de plusieurs ouvrages dont on parlait, alors de référence, notamment Service compris, qui a été un carton absolu avec plus de 500 000 exemplaires, si je me trompe pas. Ouais. Et la sortie d'un nouveau livre dont on va parler aujourd'hui, qui sort donc le 2 juillet, si je ne me trompe pas, et qui s'intitule « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses sur ta présentation ? Non, c'est largement suffisant. En fait, je suis un slasher, comme tu as pu le constater. Non, je crois que ce qui me résume, en fait, c'est que depuis que je bosse, c'est en gros depuis 84, 5, 6, puisque c'est ces années-là où j'ai commencé à bosser, j'ai toujours été en fait à la fois un observateur des entreprises, un peu par hasard, par ce premier bouquin, Service compris, par un énervement de la non-qualité de service française à cette époque, dans les années 80 en France, et mon envie de rendre les Français souriants et un peu plus serviables. Je n'ai pas totalement réussi, mais enfin, j'ai fait de mon mieux, en tout cas. Et en même temps qu'un observateur, effectivement un entrepreneur avec ce que tu viens de citer et avec également, si tu as juste oublié un aspect qui est moins important parce qu'il est plus récent, mais depuis que j'ai quitté Columbus il y a quand même pas mal d'années, j'aide plus des entrepreneurs à entreprendre en les assistant un peu, en étant un peu business angel en fait, mais avec des petits investissements sur pas beaucoup d'entreprises, mais j'entreprends plus par procuration que directement aujourd'hui. Voilà, donc tu es toujours dans le monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr. À proximité de ce monde-là. Ok, super. Donc, si on revient justement un peu sur ton parcours pour les entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus en détail et notamment en fait nous dire comment tu es devenu entrepreneur? Alors, est-ce que c'est le comment, est-ce que c'est le pourquoi d'ailleurs? Je sais pas, mais justement, voilà, comment ou pourquoi tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce que ça t'a apporté l'entrepreneuriat? Alors, comment je le suis devenu? En fait, par accident, par le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait ma coopération aux États-Unis. Alors, la coopération, tu sais même pas ce que c'est parce qu'on le faisait plus, mais à l'époque, tu sais, tu pouvais faire ton service militaire, tu devais faire ton service militaire, ou tu pouvais le remplacer par un an et demi à l'étranger dans une ambassade française. Ce que j'ai fait à New York, qui était absolument génial parce que j'ai découvert à l'époque un univers où j'étais juste allé en vacances une fois, mais je connaissais pas la culture américaine et anglo-saxonne, notamment du business. Donc, ça a été fabuleux. Ça a été pour moi un vrai tournant même psychique, tu vois, dans ma façon de voir la vie, de voir l'adversité, de voir la notion de risque, la notion d'esprit d'entreprise. Et quand je suis rentré en France, en fait, un peu malgré moi, je voulais rester aux États-Unis, mais je suis rentré à l'Expansion, qui était à l'époque le magazine économique leader de la presse française. Ce qui est intéressant aussi, je le dis souvent, et je le rappelais d'ailleurs dans la conférence que j'ai faite à la compagnie fiduciaire, c'est que il est né en 67 et mort en 2017. Comme toute entreprise, même cinquantenaire et même leader de son métier, qui n'a pas su se réinventer en fait à l'heure du numérique, ce qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, tu es toi un acteur justement qui est en train de faire bouger les lignes du numérique et de la comptabilité, justement pour éviter demain qu'on dise la même chose des experts comptables, parce que je crois que c'est à ça que sert l'aventure, ça compte pour moi, que je trouve génial. Je l'avais dit d'ailleurs, et je trouve ça absolument fantastique. Donc du coup, j'étais à l'Expansion en fait pour développer un produit marrant d'ailleurs, parce que c'était beaucoup trop tôt. Parfois, tu sais, en matière d'esprit d'entreprise, trop tôt c'est trop tôt et trop tard c'est trop tard. Il faut toujours être au bon moment. Et à l'époque, l'Expansion voulait lancer un service d'information en ligne. T'imagines, c'était à l'époque du Minitel avec un clavier ABCD, tu vois, enfin, le truc de dingue. Et évidemment, c'était trop tôt, donc le projet s'est arrêté. Et puis, je suis devenu éditeur du magazine, donc un peu le responsable commercial du journal. Sauf que ce bouquin est arrivé, Service compris, qui était un bouquin d'intuition et de rencontres avec des grands patrons français de l'époque, qui étaient les fondateurs de Gilbert du Club Méditerranée, de Jean-Claude Decaux, de la Sodexo, toutes ces stars du business dans les années 80-90, que j'étais allé susciter pour dire comment ils faisaient eux pour rendre leurs clients enthousiastes, en fait. Et ça a donné ce bouquin qui était une espèce de truc de fou, quoi, un truc magique qui arrive jamais, tu vois.
comme dans le cinéma, t'as bienvenue chez les ch'tis, et puis c'est le truc qui arrive jamais 2 fois, malheureusement, mais c'était très sympa parce que le bouquin a cartonné tout de suite. Et il y a eu un déclic, en fait, qui était Bernard Darty, c'est extraordinaire aussi, parce que Bernard Darty, c'était le champion du service perçu à l'époque comme le numéro 1 de l'époque de la qualité de service au client. Et comme par hasard, ce qui n'est pas un hasard, et ça je l'ai compris après, c'est lui qui m'a appelé en premier pour me dire, je suis peut-être bon, mais je peux être meilleur encore, venez me rendre meilleur. Alors que tu vois, le gars de 26 ans qui va rendre meilleur la star du service, ça n'avait aucun sens. Simplement, il avait cette humilité formidable qui est celle qui est la signature des grands dirigeants, en fait. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Donc, première boîte en 87 pour aller un peu plus loin, en fait, d'aller plus loin dans cette culture de l'expérience client, qu'on n'appelait pas encore d'ailleurs expérience client à l'époque, en boîte de formation, de conseil. Très belle aventure. On a formé 300 000 personnes, tu vois, en 5, 6, 7 ans sur cette thématique. Sauf qu'au fond, je me faisais chier parce que je suis un entrepreneur et je suis pas un consultant. J'ai rien contre les consultants, mais j'aime faire plutôt que de faire, en fait. Et du coup, en 93, je tombe sur Columbus Avenue à Manhattan, qui est une avenue de Manhattan parmi d'autres, juste en face d'ailleurs de l'Opéra. Si tu connais Manhattan, tu as l'Opéra, et juste en face, tu avais un petit bouclard qui s'appelait Cooper's Coffee, qui était une copie de Starbucks. On l'oublie, mais Starbucks, c'est une chaîne qui n'est pas si ancienne, même si elle a aujourd'hui 30 000 points de vente. À l'époque, il n'y en avait que 200 en Californie, et je me suis dit, tiens, il se passe un truc sur le marché des cafés. Je te rappelle, en France, 600 000 cafés au début du siècle dernier, 30 000 cafés aujourd'hui. Encore un exemple de métier non réinventé qui meurt. Et du coup, effectivement, je me suis dit, il se passe un truc sur ce marché de la gourmandise caféinée. Et je me suis dit, bon, on va faire first mover advantage. On va prendre l'avantage au premier attaquant sur le marché des espresso bars. On appelle ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé Columbus Café à l'époque avec un associé, dans une très grande énergie, enthousiasme, avant de tomber, boum, dans une espèce de glissade absolue au bout d'un an, d'un échec total, de mauvais emplacement, d'être allé trop vite, etc. Et puis voilà, au bout d'un an, on s'est battu, comme tout entrepreneur qui croit encore à son rêve. Ce qui a donné 10 ans plus tard, je te fais très rapide, ce qui a 10 ans plus tard, en fait, une boîte qui avait une quarantaine de points de vente. Mais pour faire ça, on avait dû à un moment faire rentrer du capital extérieur, comme beaucoup, parce que c'est des métiers très compliqués. Tu sais, tu dois avoir des comptes d'exploitation de beaucoup de ces métiers, de la restauration, du commerce, etc. C'est des métiers difficiles. Et quand tu construis une chaîne, il faut une espèce de masse critique avant de pouvoir vraiment la développer dans des bonnes conditions. Ça a pris 10 ans, sauf qu'en 10 ans, quand tu fais rentrer du capital, et c'est un expert comptable que je dis ça, tu connais bien le truc, on peut perdre le pouvoir. J'ai perdu le pouvoir et ma boîte en même temps, en étant en gros viré. Comme beaucoup d'autres illustres prédécesseurs de ma boîte, quand j'ai perdu le pouvoir, qui aujourd'hui est une magnifique entreprise dont je suis très fier, elle continue à se développer très bien. J'en suis resté actionnaire, en fait, très dilué, mais je suis resté actionnaire, dirigé par un type que j'aime beaucoup, qui fait un job merveilleux. Tous les anciens sont été virés leurs actions, sont partis. Donc c'est une vraie équipe nouvelle, très belle équipe, 200 magasins, donc belle aventure. Et puis après, effectivement, il y a eu tout ce que tu citais, BFM Business, 15 ans d'émissions sur l'esprit d'entreprise hebdomadaire sur BFM, des bouquins, beaucoup de conférences, des animations d'événements, et puis quelques investissements start-up. Et puis effectivement, ma triple vie slasher que j'ai expliqué au début. Donc voilà un peu le parcours. Donc pour répondre à ta question, et je te promets d'être plus rapide après, parce que là, je me suis refait le parcours si tu veux en même temps. Non, mais j'ai tendance à être un peu bavard. Tu commences à le comprendre. Non, mais simplement, j'ai mal répondu à ta question sur pourquoi j'ai entrepris, c'est par accident. Et honnêtement, je pensais jamais au fond que c'était ça ma vie. J'ai fait l'ESSEC, une école classique, normale, bonne école. J'avais aucune idée en sortant de l'ESSEC de ce que je voulais faire. Mais au fond, je sais maintenant que je n'aurais jamais pu supporter la moindre dépendance. Parce qu'en fait, avant tout, l'entrepreneuriat, malgré les emmerdements, c'est de la liberté. Enfin, on n'est jamais libre, mais on est indépendant. Et ça, je te dire, moi, je ne supporte rien ni personne, quoi, en fait, globalement. Donc, je n'aime que la liberté. Et donc, globalement, je pense que je n'aurais de toute façon pas pu faire autre chose qu'entreprendre. Mais ça, je te le dis avec le recul. C'était pas comme ça dans mon ADN, en fait. Donc, avec le recul, du coup, qu'est-ce que t'as apporté l'entrepreneuriat? Tu dirais la liberté, cette quête de liberté, déjà? Est-ce que t'as... C'est surtout, je pense, c'est avant tout la liberté. C'est avant tout la liberté de ne dépendre de personne, si ce n'est de ses clients. La capacité de multiplier les projets. On en parlera peut-être, mais dans le bouquin qui sort bientôt, il y a un chapitre sur la notion de projet, parce qu'il y a un truc qui me fascine, c'est les gens qui n'ont pas de projet. Ce qui est pour moi le début de la fin de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui sait que, enfin, on en reparlera, mais ce confinement nous a habitués à ce que chaque jour ressemble au précédent pendant quelques semaines, de manière sans qu'on sache combien de temps ça allait durer. Il se trouve que moi, j'ai largement eu de quoi m'occuper, puisque j'en ai écrit un bouquin en 2 mois, mais il y a plein de gens qui se sont ennuyés.
Et s'ennuyer est pour moi un truc qui est insensé. Enfin, c'est un truc qui n'existe pas dans la vie. On n'a pas le droit de s'ennuyer quand tu peux multiplier les projets qui correspondent à des passions, etc. Donc globalement, je pense que c'est surtout ça, c'est que la capacité à multiplier des projets et surtout fondamentalement, et ça rejoint la notion de bon courage que je déteste, c'est que je n'ai jamais eu besoin de ma vie qu'on me souhaite bon courage le matin. Et ça, c'est quand même un bonheur et un luxe suprême. C'est-à-dire, même dans l'adversité, même au pire des moments, même quand je me prends 5 ans payé au SMIC pour payer mes salariés avant que je ne me paye moi-même, à aucun moment je n'ai regretté et à aucun moment je n'ai pas trouvé l'énergie d'aller me dire allez, je vais encore prendre des coups dans la gueule, mais ce soir j'aurai résolu les problèmes. Ça, c'est un bonheur absolu. Donc, je pense que l'adversité, tu sais, en résumé, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'entreprendre aguerrit, en fait. Et à l'inverse, surprotéger affaiblit. L'entrepreneur, il n'est jamais protégé. Ben, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait, je pense, sincèrement le plaisir d'entreprendre. Moi, je dis assez souvent que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de passionnés et que pour réussir et tenir dans le temps surtout, il faut que ça soit une passion avant tout. Avant, tu l'as très bien dit, l'argent, le pouvoir, la réussite, parce que ça suit si on fait avec passion. Est-ce que du coup, c'est ça, en fait, si je comprends bien pour toi, c'est la passion qui t'a permis d'affronter l'adversité? Ouais, non, enfin non, c'est pas la. Oui, oui et non. Oui, C'est-à-dire, non. oui, la passion, elle permet un autre truc, c'est de jamais être fatigué. Ouais, je reviens sur la notion d'ennui, et ça aussi je l'ai dit souvent, l'ennui use n'importe qui, la passion n'a jamais fatigué personne. Et quand tu vis un projet passionnant, il n'y a pas d'adversité. Mais au fond, ça c'est un état, la passion est un état qui anime en fait les beaux projets. Mais ce qui m'a moi permis de tenir, c'est pas ça. Dans l'adversité, ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'avais un grand rêve. Tu sais, on évoquait tout à l'heure le vocabulaire, et tu disais qu'effectivement, un des chapitres de mon livre, Ne me dites plus jamais bon courage, c'est de lutter contre l'usage permanent par les Français d'un adjectif qui ne veut plus rien dire, qui s'appelle petit. Le petit café, le petit mail, la petite pause, la petite cigarette, la petite clope, c'est le petit rêve. Mais exactement. Mais ça, c'est ça la clé. C'est-à-dire que quand tu n'as pas un grand rêve, il se passe un truc évident. C'est que la vie est difficile. Elle est pleine d'emmerdements, de complications, de barrières, d'obstacles. Et si tu n'es pas animé par un rêve au départ, tellement difficile, je veux dire, si ton rêve te fait pas assez peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et en fait, ça, c'est un immense sujet. Je pense que sincèrement, ce qui a permis de tenir en fait Columbus, c'est que, je voulais construire la première chaîne française d'espresso bar, ce qui bizarrement, elle est devenue. En fait, aujourd'hui, étonnamment, on pense que Starbucks est leader, il est le leader mondial absolu et personne ne rivalisera jamais avec un leader mondial. Mais ils sont, même si ce n'est plus complètement ma boîte, tu vois, je parle encore de on est sur deux positionnements un peu différents parce que Starbucks aujourd'hui, c'est le leader succursaliste mondial et Columbus aujourd'hui en France, c'est le leader français franchisé. C'est-à-dire que c'est pas le même modèle économique, tu sais, la franchise ou le succursalisme. Et aujourd'hui, en fait, il y a presque plus de points de vente et il y aura plus de points de vente bientôt Columbus, parce que là, il y a eu un stop au développement, mais avant le confinement, il s'ouvrait un magasin par semaine, donc une cinquantaine par an. Il y avait déjà à peu près 200 magasins. Donc ça allait clairement devenir la première chaîne française d'espresso bar de très loin. Donc ça, c'était un de mes rêves. C'était pas la puissance, c'était au fond, ce qui était une espèce de truc inatteignable, mais qui faisait bander le matin, quoi. En gros, tu vois, si je peux m'exprimer ainsi. Et le reste, le deuxième truc qui permet que ce soit un grand rêve, et là, je viens sur le fond de l'aventure entrepreneuriale telle que moi, je la perçois et je la ressens, c'est que quand j'ai créé Columbus le premier jour, je me souviens d'avoir notre tout premier collaborateur, il faut que je l'appelle parce qu'il m'a appelé tout à l'heure, je suis le parrain de sa fille, c'est un garçon qui avait vu par hasard, il était équipier chez Disney. Et il avait vu une annonce dans le Figaro qui voulait rien dire, qui disait une boîte inconnue, Columbus Café recrute des baristas. Dans un truc, tu vois, le barista, ça n'a jamais existé. On a introduit en France le terme barista à l'époque, dans 94, tu vois, c'est le Moyen-Âge. Et Aristide qui nous avait rejoint, je lui ai dit, qui est devenu mon pote de toujours, même si aujourd'hui on se voit un peu moins parce qu'évidemment il a quitté lui aussi Columbus il y a longtemps. Mais je lui ai dit, notre rêve ensemble, ce qu'on va essayer de faire, je ne connaissais pas, mais je sentais qu'il allait partager cette valeur-là. C'était le rêve qu'on avait. C'était non pas de vendre du cappuccino à emporter et des muffins à la cacahuète, mais de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ça, tu vois, c'est une mission géniale qui donne du sens à n'importe quel job difficile, compliqué, souvent dévalorisé. Il y a eu un grand débat, tu le sais, sur les métiers de service qui ont été revalorisés à l'occasion de cette crise sanitaire, etc. Mais quand tu as la passion, quand tu as un grand rêve inaccessible, et quand tu as le sentiment que le matin, tu fais autre chose que de vendre du cappuccino et que tu rends les gens un peu plus heureux dans un monde compliqué, globalement, tu tiens face à toute l'adversité. C'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, et ce que je dis tous les jours aux collaborateurs, de rappeler aussi le sens de ce qu'on fait. On ne fait pas
passe pas nos journées à faire des écritures comptables, on passe nos journées à aider les entrepreneurs à simplifier leur vie administrative et puis à les aider, par exemple, en période de Covid. Donc, c'est vrai que Bien ça, sûr. de suite, ça donne une autre dimension Bah ouais, à un travail. sauver une entreprise dans l'adversité dans laquelle elles sont et elles vont être, c'est une vraie mission. Enfin, tu Ouais. sens, tu es utile, tu n'alignes pas que des chiffres, évidemment. C'est fondamental. C'est vrai que ça marche en plus dans quand même un certain nombre de business. Et d'ailleurs, donc on a parlé de l'idée, en effet, qui était de monter un espresso bar et devenir notamment la première chaîne française d'espresso bar. Moi, de mon côté, en fait, parce que je rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs auxquels je dis en fait que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une idée géniale, révolutionnaire, mais plutôt d'identifier un problème auquel on va apporter une solution, et puis déjà aussi surtout pour laquelle les gens sont prêts à payer, parce que bon, des idées, ça, tout le monde en a, mais des idées qui vont apporter, qui vont répondre à un problème et pour lesquelles les gens sont prêts à payer, il y en a beaucoup moins. Et du coup, d'ailleurs, il y a un célèbre adage que j'aime bien qui dit ID is 1% and execution is 99%. Est-ce que du coup, voilà, avec les aventures et puis aussi les startups et autres boîtes dans lesquelles tu as investi récemment te font aussi dire ça en disant bon, l'idée c'est pas mal, c'est bien, il faut forcément avoir une idée de toute façon pour entamer un projet entrepreneurial, mais l'exécution c'est la clé. En disant c'est pas tout d'avoir une idée, après il faut trimer, même si c'est une super idée, et il faut avoir une exécution parfaite pour pouvoir atteindre les sommets. Sur le principe, évidemment, je partage. Sur le chiffre, peut-être un peu moins. C'est un peu jusqu'au boutiste Oui, américain. 99, 1%. Oui. C'est juste le rapport que je trouve un petit peu ambitieux. Oui. Mais globalement, à l'évidence, oui. Je peux te dire, moi, j'ai pas beaucoup encore fait de gros succès dans mes investissements, et notamment une boîte à laquelle je croyais énormément, qui était sympathique, qui était bien fichue, etc. Simplement, dans le food, en plus, tout ce que j'aime, etc., avec des gens extrêmement talentueux, très attachants, etc., mais qui, à un moment, ont été plus sensibles, en fait, à être populaires sur Internet et avoir des likes que du business, parce que l'exécution a été un petit peu négligée par la mise en œuvre de logiciels, de produits personnalisés, un petit peu trop en avance, etc. Oui, à l'évidence, l'exécution peut tuer, une mauvaise exécution peut tuer n'importe quelle idée excellente, quand une unité moyenne parfaitement exécutée peut réussir malgré tout. Et il ne faut pas penser, je pense que ça limite trop le nombre d'entrepreneurs potentiels en France que de se dire qu'il faut impérativement créer des choses qui n'existaient pas avant. Il y a un job phénoménal à faire, à repenser les modèles anciens, et je pense que c'est même peut-être parfois un peu plus facile, parce que globalement, il n'y a pas tant de business, de besoins business à ce point jamais couvert. Tout est à peu près couvert, plus ou moins bien. Ouais, mais donc aujourd'hui, c'est une façon qui est constante aujourd'hui de se dire effectivement, on adresse mieux, plus efficacement, et surtout sans œillère, sans état d'âme, avec un œil complètement new, en fait, from scratch, en fait. Et ça aide énormément. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est en effet un peu ce que je disais, dans le sens où c'est vrai qu'il y en a justement des entrepreneurs qui attendent d'avoir absolument l'idée de génie que personne n'aura eu avant de se lancer. Et moi, je leur dis, mais non, en fait, n'attendez pas, parce que vous l'aurez jamais. Ou en tout cas, il y a des grandes chances. Et que, en fait, en effet, il y a tellement de business qui sont mal faits. Et d'ailleurs, justement, quand il y en a qui me disent bon, ben moi c'est bon, je me lance sur ce marché, je suis tout seul, il n'y a pas de concurrent. Je dis, s'il n'y a pas de concurrence, c'est que c'est bizarre. c'est quand même, il faut te poser les bonnes questions, parce que s'il n'y a pas de concurrent, il n'y a peut-être pas de marché. Donc, à moins que ce soit hyper novateur, et encore, on sait toujours qu'au final, il y en a toujours un qui a eu la même idée que nous, mais à l'autre bout du monde, il n'est pas encore au courant. Donc, c'est vrai que... Je me permets d'attendre parce que moi, je suis exactement. J'ai vécu ça pendant des années. C'est-à-dire que on a créé Columbus, c'est 94. Arrivée de Starbucks en France, 2003. Pendant 9 ans, donc, pendant 9 ans, j'ai été le mec qui expliquait aux gens qu'un jour on se baladerait avec un café latte dans les mains en allant prendre son TGV Gare de Lyon. Enfin, tu vois le truc. Oui. Et je leur Starbucks, disais. ils t'ont cru. Oui, mais attends, oui, mais à part 9 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 9 ans, j'étais un loser visionnaire qui avait rien compris. Plutôt, j'étais un loser qui avait rien compris. Et arrivé de Starbucks, j'étais le visionnaire qui avait vu tout le monde avant le truc 10 ans plus tôt. Enfin, c'est complètement fou. Donc, effectivement, on a raison. On a le sentiment, quand on est seul, il n'y a pas de marché. Quelque part, c'est vrai.
Parce que aller convaincre effectivement des bailleurs, des investisseurs, et c'est d'ailleurs le problème qu'on avait, c'est-à-dire que personne ne pensait qu'un jour les Français ils créent ce changement sociétal de consommation des boissons à emporter. Il a fallu que, il y a rien, et en plus il y a rien tel qu'un concurrent pour se foutre sur la gueule, tu vois, parce que c'est quand même vachement sympa d'avoir un adversaire. Sans adversaire, on s'ennuie un peu quand même dans la vie des affaires. Donc tu as absolument raison, je souscris absolument à ça. Justement, quand Starbucks est arrivé en France, ça a eu quel effet sur Columbus? Ça a été compliqué ou pas plus que ça? Non, non, pas du tout compliqué parce qu'en fait, on était plutôt en croissance à l'époque. On avait trouvé un rythme de croisière. On ouvrait en gros un magasin par mois cette année-là, en 2004, l'année où effectivement où moi j'ai dû quitter mes fonctions. Et donc en fait, on existait, on commençait à équilibrer un peu nos comptes. On a mis 10 ans. Hein. Tu sais, quand j'ai ouvert le premier Columbus Café en 94, septembre 94, on a fait une grande soirée parisienne. C'était un emplacement qui était assez sympa, mal placé, mais il était beau, mais il était mal placé. L'emplacement, c'est la clé du business, du commerce. Et on avait pas mal d'invités, dont un qui était le président de McDonald's en France, qui était un Américain à l'époque, qui s'appelait Robin Edge. Et il vient me voir, Robin, et il me dit, tu sais, Philippe, c'est très joli, hein, ton Columbus Café, mais ça ne marchera jamais. Je dis, okay, qu'est-ce que c'est salopard? Pourquoi il me dit ça? Je lui dis, merci de me ruiner le moral, alors qu'on n'a pas encore servi notre premier client. Le premier sera demain matin. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, je te dis ça parce que chez McDonald's, on est arrivé en France en 1979, et on a mis 10 ans, et on a investi 600 millions d'euros avant de devenir rentable. T'imagines 10 ans et de construire une chaîne. Et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas sûr d'y arriver. Parce qu'arriver à mettre 600 millions et attendre 10 ans, je savais que je ne pourrais pas le faire. Et on a mis 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on commençait à peine. Aussi parce qu'on avait beaucoup raté nos débuts. Tu sais, quand tu plantes tout au début, et vous êtes des experts comptables dans ton entreprise, tu sais que quand tu plantes tout et que tu croules sous les dettes au début, il faut vraiment avoir envie de remonter la pente pour y arriver et être animé par un vrai projet. Donc en fait, on est arrivé par la force du poignet après, mais quelque part, effectivement, ça prend du temps. Donc, je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça avant, j'ai perdu le fil de ta question du coup, mais je disais Starbucks, en fait, quand il est arrivé, oui, est-ce que ça a un peu… ça a plutôt bien changé les choses dans la mesure où ça a institutionnalisé, ça y est, le marché existait. Oui, au final, c'était peut-être plus positif au final que c'était une opportunité plutôt qu'une menace. Mais évidemment, bien sûr. La menace, elle était avant, si elle était arrivée trop tôt et qu'il nous a éliminés dès le départ. Et là, on n'aurait peut-être pas survécu. Du coup, en quoi, justement, entre peut-être la sortie de Service Compris et aujourd'hui, est-ce que l'expérience client ça a évolué pour toi? Et justement, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans l'expérience client? Qu'est-ce qui fait la différence justement entre un bon et un mauvais service client? Bon, je crois qu'il n'y a plus aucune commune mesure entre, je ne te parle même pas de Service Compris, 1986 et aujourd'hui. Il y a un point commun qui ne changera jamais, c'est qu'on est en France, dans un pays qui n'aime pas le client. Je suis un peu dur en disant ça. Mais j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que service vient du mot servus, qui voulait dire esclave. Or, la servitude n'est pas un truc qui excite qui que ce soit. Tu sais, aucun de mes bouquins n'a jamais été traduit en anglais. Notamment Service Compris, on aurait pu penser qu'un bouquin best-seller en France de la littérature, mais pas du tout, parce que personne n'est crédible en France pour parler de qualité de service ailleurs qu'en France. Il faut juste le savoir quand même. On n'a jamais aucun bouquin sur la qualité de service n'a jamais été traduit en anglais. C'est un truc qui est un peu inquiétant quand tu y réfléchis. Alors, on est des gens adorables, charmants, etc., mais on est de mauvaise humeur. On est complètement avec des états d'âme qui vont, qui viennent, etc. Et globalement, si tu veux, à l'évidence, l'expérience client, parce que c'est le user experience aujourd'hui, l'appellation officielle, elle n'a aucune commune mesure avec celle d'il y a même 5 ou 10 ans, en fait. Parce que ce qui a changé aujourd'hui, c'est la techno. Et aujourd'hui, en fait, dans bien des cas, on a un service amélioré par la technologie plus que par le comportement des gens. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs le défi… activité, sur la… Oui, mais notre état d'esprit français n'est pas pro-service. Il faut le savoir, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas des Mauriciens, nous ne sommes pas des Japonais, nous ne sommes pas des Asiatiques qui ont le sens du service. Nous ne sommes pas des Américains ils aiment peut-être pas le service, mais ils aiment les dollars du client encore plus que nous. Donc, ça les rend extrêmement serviables. Le Japonais, c'est sa culture de respect absolument incroyable, d'une efficacité extraordinaire, même un peu limite pénible tellement ils sont efficaces et ils sont énervants. Mais le français sera jamais comme ça. En revanche, effectivement, la technologie s'est vachement améliorée et a fondamentalement facilité nos vies, au point où, si tu compares aujourd'hui des expériences clients différentes, il y a un vrai problème, c'est qu'elles se ressemblent un peu toutes, au point où il devient difficile de se différencier. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais un service exceptionnel, tu étais différent. Aujourd'hui, globalement, et drivé notamment par des exemples que sont, même si ça énerve tout le monde, des gens comme Amazon, on les aime pas, mais quelle efficacité et
quelle capacité à faire confiance à des clients en te remboursant en 17 secondes dès lors que tu as déjà remis ton truc à la poste puis recrédité de ta carte. Là où en France, on te demande encore 400. Écoute, je vais te dire une anecdote qui m'a. Tiens, je vais les dézinguer. Tiens. JP, je sais pas quoi là. JP Stables qui livre des fournitures de bureaux. En plein confinement, je dois commander, j'ai écrit mon bouquin, je passais mon temps à imprimer des tonnes de trucs, j'avais besoin d'imprimantes et on a tous eu, à mon avis, beaucoup besoin de cartouches d'imprimante parce qu'elles étaient toutes en rupture de stock. Et je me disais, merde, il faut que je m'en commande plein parce que si jamais il y en a plus, il faut tout le temps que j'imprime des trucs. Et j'en cherche sur Amazon, il n'en avait pas. J'utilise Bruno et l'autre qui s'appelle JP, je sais pas quoi. Comme ça, si je n'ai pas le nom, tu vois qui c'est, on va les oublier. JP Staples, JP machin. Et je reçois donc au bout d'une semaine, au bout de 2 jours, mais ça c'était le confinement, donc j'ai pas râlé, mes 3 cartouches dans une enveloppe ouverte, il n'y en avait que 2. Bon, ça peut arriver, pas de souci. Évidemment, j'ai un mal de chien à les joindre pour le dire, écoutez, je voulais juste vous signaler que j'ai pas reçu la 3e. Il me dit, ah, mais monsieur, ça va pas se passer comme ça. Il faut que vous nous le démontriez, que vous nous le prouviez avant qu'on vous rembourse pas que ce soit. Je dis, mais comment on fait? Il me dit, il faut que vous fassiez une attestation sur l'honneur, disant qu'il n'y avait pas la 3e dans l'enveloppe. Et on verra si on vous rembourse ou pas. Je vous dis simplement que c'est inadmissible, que je ne commanderai plus jamais chez eux, mais je vous envoyer ma photo d'identité, ma carte, mes empreintes digitales, tout ce que vous voulez, mais je ne foutrai plus jamais les pieds chez vous. J'ai mis 3 semaines après 2 relances, savoir s'ils avaient fait quelque chose, pour me dire on va finir par vous rembourser. Il faut ne plus jamais commander dans cette entreprise. Ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas. Et j'étais en compétition avec le service client. Après être client de cette boîte depuis 15 ans. C'est inadmissible. Et après qu'on vienne pas nous dire Amazon, c'est dégueulasse, etc. Amazon fait le job. Ça aurait été chez Amazon, j'étais remboursé avant même de l'avoir renvoyé le truc. Donc, si tu veux, la qualité de service, c'est une culture qui est une culture de la confiance, qui est une culture très simple en plus où le process est moins important que les valeurs. Parce que tu sais, moi, ce que j'ai essentiellement appris, tu me posais la question tout à l'heure de ce que j'ai appris chez Columbus Café en matière de management et d'expérience client, c'est que j'ai toujours été animé par une conviction qui est rarement partagée, et notamment dans les boîtes quand elles grandissent, parce que le problème des boîtes qui grandissent, c'est qu'elles se processisent. La complexité fait que les boîtes doivent créer des process. Alors les process, c'est génial parce que c'est censé être efficace, mais c'est un inconvénient majeur, c'est que le gars, il a fait le process, il est peinard, il peut s'arrêter là. Et du coup, il ne va pas faire le extra step, si tu veux, qui permet de rendre le service exceptionnel et rendre le client enthousiaste. Et les boîtes qui marchent vraiment, et c'est le cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon, et j'ai pas d'action chez Amazon, mais cette boîte est drivée par des valeurs et plus que par des process. Elle a des process, mais les process sont au service des valeurs. Et quand les valeurs, qui sont l'enthousiasme du client avant tout, font foi, il n'y a plus d'obstacles. Tu sais, moi, quand je disais aux baristas, il y avait une phrase dans le livret de bienvenue des baristas qui disait « Nous vous pardonnerons toujours d'avoir fait une connerie en faisant perdre de l'argent à l'entreprise si vous pensiez agir dans le sens de l'intérêt du client. » Et en revanche, nous vous pardonnerons jamais de ne pas avoir tout tenté pour l'enthousiasmer, quel que soit le prix. Quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron en ce moment, par rapport au pognon de fou qu'il a lâché pour qu'on survive. Et donc, quelque part, c'est ça les vraies valeurs, c'est ça l'expérience client. Or ça, culturellement, la France n'est pas très prête. Et à un moment, si tu veux, où la technologie s'uniformise, où quel que soit aujourd'hui n'importe quel type qui vend quoi que ce soit, il va t'envoyer le même message au bout de la livraison pour te dire vous mettez 2 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles, machin, tout s'uniformise. Et c'est là où plus que jamais, et c'est intéressant parce que du coup revient en force l'humain et les soft skills, tu vois. Et c'est pas les process, c'est le fait qu'effectivement la personne va. Elle aurait dû me rappeler cette personne. Écoute, monsieur, j'ai complètement déconné, j'ai pas réalisé que je vous l'offre, je vous en offre 3 de plus, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de nous le renvoyer. C'est ça le service client, c'est ça qui fidélise. N'oublions jamais que, là aussi je le rappelle pour les plus jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore su ça, mais n'oubliez jamais, chers amis, que fidéliser un client coûte 5 fois moins cher que d'en recruter un. À partir de là, il n'y a plus de débat. Voilà, il n'y a plus de débat. Et le vrai service, c'est celui-là. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent, enfin, qui sont vraiment, et pour les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, vraiment des erreurs basiques qu'on pourrait éviter, qui font échouer, qui font la différence entre justement un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va échouer, alors qu'ils ont la même. Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la détermination? Alors, le travail, assurément, c'est indispensable. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Il faut bosser 1000 fois plus que tout le monde. Mais je te le dis, quand tu es passionné, tu ne t'es jamais fatigué. Donc, ce n'est pas le sujet.
Tu sais, moi, j'avais des collaborateurs, des baristas qui avaient 20 ans, qui étaient fatigués en 35 heures, ce qui est quand même techniquement impossible. Et donc, moi, je pouvais faire mes 80 heures par semaine sans jamais ressentir de fatigue dans l'adversité. Donc, c'est pas le sujet, quoi. Ouais. Le travail, il est indispensable. Et si on n'a pas la capacité à bosser, il faut pas entreprendre. Point final, ça c'est acquis. Je pense que j'évoquais le timing en matière de le bon moment de faire les choses, soit pour créer une boîte, soit pour lancer une nouvelle activité ou une nouvelle activité. C'est pas que le timing par rapport au marché, c'est aussi le timing parfois d'être prêt à cela. Quand tu commences à avoir la tête qui gonfle un peu, te dire voilà, je marche en France, je vais aller en Europe en même temps avec un site web, c'est pas compliqué, je traduis en espagnol, en italien, en anglais, puis je vais conquérir l'Europe. Non, c'est pas comme ça, parce qu'il faut des équipes locales, parce que la simple traduction linguistique ne signifie en rien la traduction des comportements de différentes cultures européennes. Oui, mais bien sûr. Je pense avant tout l'absence de gestion quotidienne, et je parle à une boîte d'expertise comptable, ne pas savoir qu'un tableau de bord existe et qu'il faut surveiller en permanence sa trésorerie est un truc qui est suicidaire. Quand tu commences à oublier que c'est comme le king is cash, hein, comme on dit en anglais. Et, on le voit bien en ce moment. D'ailleurs, les boîtes qui vont tenir sont celles qui avaient un peu de cash. Et une fois que tu auras, et moi je l'ai demandé, hein, je n'ai pas honte d'avoir demandé mon prêt PGE BPI, mon business qui est aujourd'hui essentiellement mes revenus, ils sont essentiellement aujourd'hui faits d'interventions publiques, de conférences, d'animation d'événements. Je peux te dire que je suis au chômage depuis 3 mois et je risque de le rester très très longtemps. Donc, obligation formidable de repenser différemment des modes d'intervention. Et en même temps, du coup, il vaut mieux avoir un peu la capacité à faire le dos rond. Alors, j'ai une conviction, c'est que quand un banquier te donne de l'argent, il faut le prendre même quand on n'a pas besoin. Ça, c'est ce que je dis tout le temps avec les clients. Tant qu'ils veulent t'en donner, tu le prends. Ce que je leur ai dit là pour le PGE, j'ai dit prenez tout. Ben ouais, tu le mets sous ton plumard, tu fais ce que tu veux, tu t'en sers pas, mais il pourrait être utile un jour. Et les gens ont eu un peu peur de dire oui, il faudra le rembourser. Oui, mais en même temps, tu auras peut-être survécu pour développer du business, pour le rembourser. Donc, c'est pas forcément un enjeu. Donc, je pense que la trésor, l'incapacité à faire une gestion quotidienne avec des vrais indicateurs, on a rarement d'indicateurs. On ne fait jamais de reporting. Parce que trouver ces indicateurs clés aussi de son business. Puis, souvent, bien sûr. Non, mais bien sûr. Et puis, tant que personne ne te les demande, tu n'as aucune raison de te faire chier. Parce que tant que tu n'as pas d'investisseurs, c'est aussi à ça souvent que servent à la fois les business angels, les investisseurs, les fonds dont on considère qu'ils viennent un peu t'emmerder. Non, ils font le job. C'est-à-dire qu'en gros, comme ils ont besoin de savoir où est leur argent, tu as l'obligation de te poser des questions que tu t'es jamais posées. Et puis, ça te pose aussi la question d'être accompagné. Tu sais, globalement, moi, j'ai animé énormément d'événements, des salons des entrepreneurs, et j'ai vu pas mal de façons de réseaux d'accompagnement qui aident énormément les entrepreneurs à réussir. Et tous ces mentoring, etc., ça fait une immense différence. Un entrepreneur, quand il est seul, il fait quand même beaucoup de conneries. Même à deux, ils font des conneries. Même à deux, on multiplie les conneries parfois aussi. Donc, quelque part, je pense que d'arriver à être capable d'avoir une humilité pour dire qu'on n'a pas toujours raison, qu'on n'a pas vu le truc. Tu sais, il y a… chez Columbus, en fait, il y a eu un moment le pivot de Columbus, à un moment, quand on s'est aperçu qu'on avait fait fausse route en étant locataire de mauvais endroits chez nous. On était donc des succursalistes, on prenait un bail commercial dans un mauvais emplacement. En fait, on avait un problème, c'est que les gens étaient très attirés par notre concept, mais on n'avait pas de flux. Donc, on s'est dit, allons vers le flux. Et on va dire, on va aller quitte à être chez les autres. En l'occurrence, c'est comme ça qu'on a redécollé à l'époque en pensant un peu différemment. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va porter un autre regard sur le truc et allons là où il y a du flux. On a passé un deal avec la FNAC pour créer des cafés dans les FNAC by Columbus, ce qui nous a permis d'abord de survivre avant de se redévelopper vers nos propres emplacements après. Mais quelque part, tu vois, ce genre de pivot, parfois tu t'enchaînes, tu t'entêtes dans une mauvaise décision parce que tu es sûr que tu as raison sur tout, ce qui est complètement aberrant. D'ailleurs, personne n'a jamais raison sur tout. Mais d'avoir ce regard un peu critique, d'accepter avec humilité un regard qui va peut-être te remettre un peu en place, c'est quand même vachement précieux. Donc, je pense que la solitude est une erreur absolue. L'incapacité à garder le nez collé sur les bons indicateurs et l'obsession de la trésorerie quitte à arrêter tout nouveau projet tant que tu n'as pas relancé tous tes clients pour qu'ils te payent vite, pour reconsolider ta trésor, etc. C'est des éléments indispensables. De vouloir tout faire en même temps, de se disperser trop, de vouloir lancer plein de trucs alors qu'on n'a pas encore assis fondamentalement la base. Nous, on a mis du temps, tu vois, à se développer en franchise, mais pour une raison qui était différente, c'est que quand tu développes en franchise, tu entraînes des entrepreneurs avec toi dans une aventure dans laquelle ils peuvent se noyer si tu n'as pas démontré la pertinence de ton business et sa capacité à générer des revenus et de la profitabilité dans tout type de format. Parce que c'est pas parce que toi, tu as fait un emplacement génial dans le Marais qui cartonne que le mec à Toulouse qui sera dans une ruelle va cartonner aussi. Donc, il faut que tu aies à peu près testé tous les emplacements pour pouvoir entraîner des gens avec toi de manière sécurisée sans les planter. Donc, il faut faire les choses au bon moment. Et il faut aussi à un moment, je crois, voir quelles sont tes vraies compétences. Tu vois, je ne l'ai jamais dit, je crois, ça, mais je le dis très volontiers aujourd'hui.
c'est que je pense que quelque part, même si j'ai beaucoup souffert de m'être fait virer de ma boîte, je ne dis pas que c'était sympa comme aventure, ça m'a pris, mais en même temps, honnêtement, ça m'a pris 15 jours pour passer immédiatement à autre chose, parce que je suis plutôt une bonne nature. Mais au fond, je me suis aperçu qu'après le 40e magasin, au fond, j'en avais un peu marre de faire le 41e déjà. Je ne devrais pas dire ça aujourd'hui, mais pourtant, je te le dis très volontiers. C'est que moi, je suis plutôt un développeur qu'un manager qui va s'exciter à faire le 255e magasin. Pour moi, c'est un peu more of the same, tu vois. C'est un peu toujours pareil. C'est pas ma nature. Donc, je pense qu'à un moment, il y a plein d'entrepreneurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à certains moments. Et quand ils s'aperçoivent que peut-être que c'est le moment de se dire que de prendre une compétence extérieure qui, elle, sera ravie d'ouvrir le 255e magasin, qui le fera beaucoup mieux que toi, ben, il faut le faire. Quitte à prendre du recul, quitte à pas forcément vendre ta boîte, il n'y a pas d'obsession de vendre des boîtes, mais je pense qu'il faut savoir prendre du recul et voir jusqu'où on peut être le meilleur. Et pour moi, l'indicateur, c'est quand ça te fait chier le matin, quoi. Tu vois, ça, c'est quand même le vrai truc. Quand en plus, tu penses que tu fais moins bien, que Non, tu fais bon chier, courage. Ah ouais, exactement. Là, il ne faut plus hésiter, quoi. Ok. Du coup, j'aimerais qu'on parle à présent de ton livre dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sort le 2 juillet. Et donc, je le rappelle, ce qui s'intitule Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc, bien sûr, c'est un livre donc sur la crise là qu'on a traversée et qu'on traverse encore, hein, et qu'on va traverser encore pour un bon moment. Donc, c'est un livre qui nous incite à réfléchir sur à l'après, alors avec un regard optimiste sur la situation, comme toujours, c'est dans ta nature. Donc, chaque chapitre en fait du livre, c'est intéressant. C'est une opposition entre l'avant justement et l'après, en se disant qu'en fait cette crise va nous impacter profondément sur notre état d'esprit, notamment. Tu te demandes notamment si on sera plus sage, en fait, j'avais noté, si on sera plus sage ou plus fou après cette crise. C'est vrai que c'est une vraie question, parce qu'en fait, au début du confinement, on le voyait bien, on va être sage, et puis bon, au final, là, ça commence à repartir, et finalement, peut-être être un peu fou. Tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur ce livre? Mais les gens me disent, j'adore le titre et c'est exactement ce que je ressens. Parce que ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'ai été obligé d'être confiné loin de Paris pour des raisons familiales, d'une maman qui est malade et il a fallu que je vienne m'occuper d'elle dans le sud de la France. Et en laissant mon épouse à Paris, malheureusement, parce qu'elle était elle-même pas en bonne forme à ce moment-là, donc elle n'a pas pu voyager avec moi. Donc je me suis fait 2 mois comme un couillon, à part m'occuper de maman, voilà. Et je me suis dit, mais il est en train de se passer un truc de dingue. On était tous ensemble dans un tunnel dont on ne sait jamais. Je me dis, on est 3 milliards d'individus aujourd'hui avoir vécu la même chose, c'est-à-dire rien, à être resté chez nous, à avoir comme seul lien Internet, la télé, Netflix, la presse, nos tablettes, nos machins, etc. Et il va forcément se passer quelque chose de majeur à la suite d'un tel épisode, d'une telle expérience, d'un tel événement, d'un tel tsunami, d'une telle catastrophe, à mesure qu'en plus on s'angoissait de se dire je n'ose même plus toucher la poignée de l'ascenseur, etc. Et tout d'un coup, je me suis mis un peu à réfléchir en me disant mais qu'est-ce qui va ressortir de ça? Et puis, à mesure que j'ai réfléchi, j'ai vu qu'il y avait plein de sujets qui émergeaient parce qu'en même temps, je continuais à lire la presse, ce que disaient les éditorialistes, les penseurs, les intellectuels, etc. Et je me suis aperçu que c'était résumé sur une quinzaine de thèmes, au fond, sur lesquels, au fond, on peut avoir 2 tendances et 2 choix qu'on peut être amené à faire à partir dès maintenant, d'ailleurs. Mais je me suis dit, je crains que très vite, les gens oublient tout ce qui est passé dans leur tête d'interrogations, de doutes, de nouvelles convictions, de certitudes brisées, de nouvelles résolutions. Pendant ces 2 mois où on a beaucoup échangé, beaucoup angoissé, beaucoup partagé, j'aimerais pas qu'il en reste rien parce que je trouve que s'il en reste rien, ce sera très cher payé quand on sait, et tu le sais, à quel point tu vas commencer à gérer pas mal de dépôts de bilan, tu vas commencer à gérer pas mal d'emmerdements d'entrepreneurs qui ont vu leurs rêves brisés, leur trésorerie s'éloigner, leurs collaborateurs fragilisés, démotivés, les indépendants qui vont avoir un mal de chien à retrouver une forme d'activité à peu près pérenne, etc. C'est quand même extrêmement cher payé cette décision qu'on a prise de préserver finalement des personnes âgées, je suis désolé de le rappeler, mais globalement, c'est les personnes les plus fragilisées qu'on a tenté de sauver en cassant l'économie et la dynamique mondiale. C'est génial qu'on l'ait fait, je ne le critique pas. Je dis juste qu'on n'a pas eu le choix. On aurait peut-être pu avoir un débat démocratique parce que je pense que la peur qui est derrière tout cela est extrêmement angoissante. Moi, je ne suis pas du tout de nature angoissée comme garçon, mais je pense que la peur panique qui s'est emparée du monde entier, mais particulièrement de la France, dans un pays qui n'avait pas besoin de cela parce qu'elle avait déjà mis en place le principe de précaution en 2005 dans sa constitution, qui est un désastre absolu, qui fait qu'on est devenu des trouillards compulsifs et qu'on a peur de tout, y compris des vaccins. Je me dis que c'est pas ça qui va créer une nation d'entrepreneurs. Tu veux d'avoir peur de tout, c'est pas ça qui crée l'esprit d'entreprise. Donc je me dis qu'au fond, cette réflexion, j'ai essayé c'est pas un journal de bord du tout, c'est pas un journal intime, c'est juste finalement à travers tous ces 2 mois extraordinaires d'une certaine façon,
Qu'est-ce qui pourrait nous inciter à penser différemment et à créer un monde différent sur plein de sujets moraux, éthiques, écologiques, politiques, européens, les fake news. Enfin, il y a des sujets passionnants qui sont issus de cette crise. Si on fait le lien avec l'entrepreneuriat, tu en parles notamment dans l'introduction de ton livre, que les entrepreneurs vont être au cœur du sujet pour relancer la machine. Il va falloir faire preuve d'énergie, d'imagination, de force de travail pour pouvoir mener le combat. Quels vont être pour toi les impacts de cette crise sur le monde entrepreneurial, sur les entreprises? Qu'est-ce qu'elles vont devoir faire et qu'est-ce que ça va changer en tout cas? Quelles vont être les décisions qu'elles vont être amenées à prendre au-delà des conséquences financières, mais peut-être aussi sur le monde du travail en général? Moi, je crois qu'elles vont être nombreuses. Alors, si tu veux, ce qui est en train de se passer, je crois que cette crise sanitaire qui devient une crise économique va amplifier des tendances qui existaient déjà. La tendance à l'évidence de la digitalisation du business, je crois que c'est acté, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les restaurants qui, depuis 1969, n'ont jamais livré une pizza et qui tout d'un coup s'y sont mis parce qu'ils ne voulaient pas mourir. C'est qu'un tout petit aspect, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de la digitalisation globale, totale, de tous les flux. Il n'y aura plus une facture papier, ne serait-ce que parce que les gens ont peur du papier. Enfin, non, mais c'est fini, la démat totale. Vous allez continuer ce que vous avez entamé avec ta boîte en plus. Vous êtes en plein dans l'accélération des tendances de la digitalisation dans tous les domaines. Ça, c'est pas la peine d'y passer 3 heures parce que c'est acquis. On a commencé nos discussions off ensemble tous les deux pendant 2 minutes sur la façon dont tu avais géré toi dans ta boîte et tes collaborateurs cette période, qui a quand même profondément révélé un truc, c'est qu'on travaille finalement pas si mal de chez soi. Et que beaucoup de gens y ont pris un plaisir absolument intense, au point aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des nostalgiques déjà pour qui retournent au boulot, qui ne veulent pas y aller, qui se disent mais je ne vais pas retourner moi. Le syndrome de Stockholm en fait, c'est vraiment, j'étais bien chez moi. Bon, je suis content de voir mes potes, mais enfin elle m'énerve, la fille à côté de toute façon, puis je peux peut-être revenir de temps en temps la voir sans la supporter toute la journée, et puis je m'économise 2 heures de boulot, et puis moi mon appartement de 2 pièces et demie à Paris qui coûte une fortune, finalement, j'ai vu qu'il y avait à côté de chez moi un petit pavillon là, avec Internet, avec la 4G, ils viennent de mettre la fibre, et puis j'économise 2 heures par jour de transport. Honnêtement, j'aimerais pas être un investisseur immobilier à la Défense, tu vois, en ce moment. Parce que je ne sais pas très bien comment vont évoluer les surfaces de bureaux, mais je peux te garantir que l'usage va être différent. Le flex office va être remis en cause. Les grandes plateformes où les mecs pètent de trouille à l'idée que quelqu'un a un virus, parce que n'oublions pas que là, on est bien, on est content, les plages rouvrent, etc. Parce que c'est un grand débat, les plages en France. Il faut surtout que c'est presque plus important aujourd'hui que de reconstruire l'économie ou la réinventer. Mais quelque part, avant le travail. Voilà, oui, bien sûr. Tu sais, il y a quand même 40% ou 50% de Français qui disent il est hors de question que je travaille plus pour payer la dette là, de tout le gouvernement, ce qu'ils nous ont donné, qui est de l'argent quand même imaginaire emprunté à nos enfants, arrière-petits-enfants à venir. Il ne faut pas oublier qu'on a de l'argent à rembourser là en ce moment, il faut qu'on bosse les gars. Et donc quelque part aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le télétravail va profondément s'installer. Ça va changer au plan de l'immobilier beaucoup de choses parce qu'effectivement, les gens vont percevoir des lieux. Les bureaux vont avoir une autre mission. Ça va être des endroits où on va se retrouver pour imaginer, créer, recréer de la solidarité, de la convivialité, de la culture d'entreprise, parce que si tu mets que des espèces de petits pions reliés par Zoom un peu partout en France, il n'y aura plus de culture de boîte. Il faut quand même qu'on arrive à générer en fait une vraie culture, envie commune de faire des choses. Donc tout ça, ça va être extrêmement intéressant. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va modifier profondément le rapport de confiance. Tu es un manager d'équipe et quelque part, ça va modifier ton rapport de confiance avec tes équipes parce que comment vas-tu ou plus vouloir t'assurer qu'ils font le job quel niveau de confiance faut-il donner de délégation pour que tu te sentes à la fois à l'aise pour dire ils ne sont pas en train de faire de conneries mais ils sont extrêmement épanouis parce qu'ils ont confiance pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça va changer beaucoup, je crois. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que tu as remarqué sans doute que tout au long de cette crise a émergé en permanence le discours sur le problème de la planète, de l'écologie, etc. Alors que ce n'est pas une crise du tout écologique, on est d'accord, c'est une crise sanitaire. Alors elle est peut-être liée à un truc qui s'est passé, que le virus a pu s'échapper parce qu'il faisait chaud à ce moment-là, j'en sais rien, on n'en saura jamais rien. En revanche, aujourd'hui il y a une crise économique qui est suite à une crise sanitaire, ce n'est pas une crise écologique, mais pour autant, c'est la prochaine crise, elle est écologique. Elle sera un retour d'un autre virus certainement à l'automne ou ailleurs ou dans 2 ans ou dans 5 ans. Il faut qu'on s'y habitue. On va devenir asiatique. On va porter des masques. On va commencer à vivre avec des choses comme ça. Il y aura des virus informatiques qui vont démolir tout le contrôle aérien. Enfin, il y aura tout ça. Il faut
juste qu'on s'habitue et qu'on arrête d'avoir peur avant toute chose, parce que la peur, je trouve que la peur de la mort est en train de pourrir notre amour de la vie. Enfin, il faut vraiment qu'on arrête d'avoir peur de tout. Mais globalement, effectivement, les choses vont beaucoup changer. Mais l'écologie va redevenir extrêmement présente. La façon dont on dépense notre argent va changer. Il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, décroissance versus une autre croissance. Moi, j'ai vraiment, pendant ces 2 mois, tu sais, j'ai rien consommé. L'autre jour, j'ai perdu ma carte Visa et il a fallu que je m'identifie auprès de la banque pour demander une nouvelle carte. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez, pour que je vous identifie, me donner votre dernier règlement? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas du tout. Et je me suis aperçu que je n'avais pas dépensé. En 2 mois, je n'ai pas dépensé, j'ai rien acheté avec cette carte-là, tu vois. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as moins bien vécu? Ben non. Non, pas vraiment. Est-ce que ça t'a manqué de pas... Non, ben non. Et puis je me suis aperçu que j'avais le truc que je voulais m'acheter, le nouveau, que j'en avais déjà un, que j'avais oublié. Avant, je m'en foutais, mais complètement, tu vois. J'étais pas bling-bling, je cramais pas de l'argent inutilement. Mais tout ça m'a fait vachement réfléchir. Je me dis aujourd'hui, pourquoi je passe ma vie dans des trains le matin, 6 heures du mat, le TGV, je reviens, le machin, pour une réunion de demi-heure. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas une crise aussi de la mobilité? Une crise de la vitesse? Moi, j'ai jamais de ma vie, depuis que je bosse, eu 2 mois où techniquement j'aurais pu passer mon temps à regarder des séries sur Netflix. Jamais. Pas personne, hein. Enfin, à part peut-être si j'avais été au chômage, que j'ai jamais vraiment été. Et j'adore Netflix, mais heureusement que j'ai pas passé mon temps à regarder Netflix parce que j'aurais pas eu le temps de réfléchir. Et c'est quand même très con. Je pense que ceux qui ont passé trop de temps sur Netflix au lieu de réfléchir, c'est un peu dommage. Mais globalement, tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le temps retrouvé. C'est quand même un truc incroyable. À quoi j'ai envie de consacrer le peu de temps que j'ai encore à passer sur cette terre, nous tous, hein, même je suis un peu plus vieux que toi, mais globalement, ça va trop vite de toute façon. Donc, à quoi on veut le consacrer? Quelles sont les vraies valeurs fondamentales? À qui on veut consacrer du temps? Je trouve que le retour, si tu veux, je parlais des soft skills, mais aussi du souci de l'humain. Moi, ça m'a beaucoup marqué ce qui s'est passé bien sûr dans les EHPAD, parce qu'il s'est passé un truc incroyable qui m'a, moi, beaucoup... J'étais déjà très sensible pour des raisons familiales à ces problématiques de dépendance, de vieillissement, etc. Mais ça m'a beaucoup interpellé sur l'usage que je fais de mon temps et à qui je devrais le donner plus efficacement. Tu vois, c'est des vrais enjeux. C'est pas une crise neutre, tu vois. C'est pas un truc comme ça, boum, il suffit de repartir à la plage et de refaire le business as usual, de refaire la boutique, quoi. Dans l'introduction de ton livre, tu t'interroges sur les raisons de l'absence et du silence de certaines boîtes innovantes et des startups notamment durant la crise, en disant aussi que ça peut remettre en cause le sens de l'innovation, où aujourd'hui on innove pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine, alors que les gens sont prêts à acheter, hein, tout à l'heure on en a parlé, mais au final, est-ce que l'innovation va changer, le sens de l'innovation va changer en disant qu'on était surtout au service du confort? Est-ce que maintenant on va passer aussi un peu plus au service de l'essentiel? Il y a des business qui vont peut-être se développer sur la dépendance, comme tu l'as dit. Ça se développait déjà, mais ça va peut-être s'accélérer. Oui, je pense vraiment. Je pense que effectivement, il y a 2 choses qui m'ont frappé, c'est que les GAFA devaient nous rendre immortels, tu sais, on parlait de transhumanisme, Oui, etc. C'était la fin de la mort, quoi, en gros. Et la mort est revenue tellement qu'elle nous a obsédés au point de tuer l'économie mondiale et de laisser les gens de manière féodale, de manière moyenâgeuse, en fait, chez eux pendant 2 mois et demi ou 3 mois. Elles ont été extrêmement absentes, les GAFAM, en fait, globalement, de cette crise. Les startups ont été totalement silencieuses parce qu'elles pensaient quelque chose, c'est de ne pas mourir tout de suite, parce qu'il y en a plein qui vont mourir, hein. Celles qui n'étaient que sur des améliorations effectivement de confort. Globalement, on s'aperçoit que l'innovation était beaucoup, elle a amélioré le confort de nos vies. On commande plus facilement. D'ailleurs, c'est l'exacte traduction, ce qui s'est passé avec l'ensemble de ces nouveaux métiers révélés de coursiers qui venaient nous livrer chez nous sur notre paillasson et qu'on applaudissait pour se faire pardonner d'être restés chez nous pendant qu'eux, ils prenaient des coups et qu'ils avaient livré sans masque et avec la peur au ventre nos repas, nos courses, etc. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Globalement, effectivement, on se dit que les startups n'ont pas encore démontré qu'elles peuvent être extrêmement utiles sur des vrais enjeux aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, cette crise a révélé que les enjeux de santé sont devenus fondamentaux, on espère les retrouver aujourd'hui, notamment par rapport à la data. Tu sais, tout ce débat qu'il y a eu et qui posait d'autres types de problématiques sur la liberté demain, de quel usage doit-on, pourra-t-on, devons-nous faire de la data? Pourquoi est-ce que les pays asiatiques s'en sont mieux sortis? Parce qu'ils n'ont pas eu d'état d'âme à utiliser de la data pour identifier très très vite qui était malade et éliminer que ça se propage, alors que nous, on est tellement fiers de notre RGPD qu'on ne veut même pas donner de data, alors qu'on la donne tous les matins à Waze, à GAFA, à Google, sans même savoir ils savent tout ce que vous faites et que il y a un gars que je connais pas qui s'appelle Monsieur Netflix qui connaît mieux mes goûts que mon épouse après 30 ans, ce qui m'a énervé. Enfin, c'est extraordinaire. Elle sait toujours pas ce que j'aime regarder. Lui, il le sait, je le connais même pas. Donc, si tu veux,
la data, elle est partout. Donc, il faut qu'on l'accepte. Et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir à la fois, effectivement, un repositionnement peut-être de start-up sur des enjeux de société très puissants. Et les enjeux puissants, ils seront ceux de la souveraineté sanitaire, ils seront ceux de la souveraineté énergétique, ils sont ceux de la data préservant la santé des gens. Et il va y avoir aussi, je crois, vraiment beaucoup de projets qui vont se développer autour de métiers du care. C'est-à-dire du soin aux autres dans une société vieillissante. Et nous sommes une société vieillissante. Je pense qu'il y a des enjeux phénoménaux là-dessus. Et d'ailleurs, pour ne rien cacher, avant ce confinement, il se trouve que ça s'est interrompu pour plein de raisons pour le moment, mais je pense que je n'ai pas du tout abandonné. J'avais le projet d'une nouvelle boîte sur cette thématique. Et je suis convaincu que je serai loin d'être seul, parce qu'il s'est passé beaucoup de prises de conscience pendant cette période qui, à mon avis, vont accélérer très rapidement maintenant à la rentrée. Et ça va être des enjeux intéressants. Donc oui, absolument, moins de confort et plus d'utilité. Tu vas repartir dans l'entrepreneuriat. J'exclus, ça fait chier, mais j'exclus pas. J'exclus pas. Je te promets pas de le faire, mais j'avais écrit un deck, je devais rencontrer des investisseurs, j'avais commencé à rencontrer des gens juste avant. Donc c'est pas du tout abandonné. Super. Ok. Est-ce que du coup, pour finir, tu as un message plein d'optimisme Arrêtez aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont au fond peut-être avec cette période et qui ont besoin d'optimisme et de se rebooster? Je suis pas un garçon très religieux, mais je crois que c'est un pape qui a dit n'ayez pas peur. Je crois que c'est peut-être le meilleur message qu'on pourrait fournir. Je me sens je pense qu'il est moins nécessaire d'adresser un message à des entrepreneurs parce qu'ils ont en eux cette résilience. Ils ont cette capacité qui manque à beaucoup de Français de prendre des risques, de rebondir. La résilience, au fond, c'est le rebond. Tu sais, je le rappelle souvent quand tu parlais des mots, j'aime rappeler que prendre un risque en anglais se dit take a chance. C'est ça, c'est la différence entre une culture anglo-saxonne et une culture française. Nous, on passe notre temps à dire fais attention, touche à rien par la personne. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est prends des risques, crois à ton destin. Dès lors que tu es animé par une espèce de flamme fantastique qui est celle d'un projet motivant qui est utile aux autres, bah ouais, ce sera difficile. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible et j'aimerais peut-être juste leur dire, ouais, peut-être que le seul conseil un peu pratico-pratique, parce que je l'ai vécu pendant 10 ans chez Columbus, globalement sans un rond, parce qu'on avait beaucoup d'argent au début, on a tout perdu, il a fallu remonter vraiment en ayant très très peu de moyens. Mais il s'est révélé chez moi un truc qui est tellement, je peux te dire, tellement fort, parce que ça ne m'a jamais abandonné, c'est que j'ai compris quand on n'avait plus un rond, que quand on n'a plus d'argent, à un moment, l'imagination reprend le pouvoir. Et en fait, je m'aperçois que si les entrepreneurs, si leur rêve est intact, qu'ils n'oublient pas que rien n'a été démoli, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre. Il n'y a pas eu, les réseaux ont fonctionné, les bureaux fonctionnent, tu rentres la clé dans la voiture, au bureau, ça remarche là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Il faut à la fois, il ne faut pas reconstruire, il faut réinventer. Et si tu es animé par un vrai rêve puissant, bah, il va se passer un truc, c'est que l'imagination reprendra le pouvoir. Merci beaucoup Philippe, du coup d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un très grand plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi beaucoup. Merci. Et puis merci à tous les entrepreneurs qui ont regardé cette vidéo et puis à bientôt.